Mardi 22 octobre 2019, une rencontre était organisée à la librairie Ombre Blanche avec François Leroux, chanteur spécialisé dans le répertoire français, remarqué notamment dans Péléas et Mélisande de Debussy. Il présentait ce jour-là l'ouvrage « L'opéra français, une question de style, de l'interprétation lyrique », dont il est le co-auteur avec Romain Rinaldi et paru aux éditions Hermann. Pour votre présence en dépit de la pluie, et je pense que vous serez beaucoup mieux ici finalement que dans la rue, beaucoup mieux, surtout en compagnie de François Leroux, qui nous fait l'amitié d'avoir d'abord proposé d'être avec vous aujourd'hui. Sa présence à Toulouse, on la doit à Toulouse Mélodie Française pour les 4 jours d'un concours qui va commencer demain et dont la finale aura lieu samedi. Vous en direz un mot peut-être, ou voilà, comme pour bien resituer ce qui vous tient particulièrement à cœur, qui est cette mélodie. Alors le livre que vous allez présenter et auquel ensuite vous pourrez, à propos duquel vous pourrez intervenir par des questions, est un livre qui n'est pas consacré tout à fait à la mélodie. Enfin bon, bien que l'opéra, évidemment particulièrement français, est un lieu où se déploient les mélodies. Mais enfin, vous êtes là donc pour parler d'un ensemble de textes sur des opéras français, publiés par les éditions Hermann. Je vais peut-être vous laisser tout de suite la parole, vous remercier à nouveau, vous redire combien j'ai été ce week-end heureux de vous entendre à nouveau chanter du Debussy sur mon phonographe. Voilà, et je ne peux que conseiller à tout le monde, une fois qu'on vous aura entendu parler, de vous entendre, conseiller de vous entendre chanter dans cette très nombreuse discographie qu'est la vôtre. Et bon, je sais que la musique est vivante, mais c'est bien aussi de temps en temps de pouvoir la capturer et de la restituer tranquillement de l'écouter auprès du feu. Voilà, merci merci à vous, et je vous laisse commencer. Je vais rester assis, puis je me lèverai éventuellement pour faire de la mise en scène. Mais bon, il n'y a pas forcément besoin de mise en scène pour présenter un livre. Alors, ce livre, c'est mon deuxième opus. Le premier opus est paru en 2004. Il s'appelle Le chant intime. C'est sur l'interprétation de la mélodie française. Le livre est maintenant épuisé, mais il est censé éventuellement avoir une ressortie dans pas longtemps. Et déjà, il va ressortir en anglais, pour ceux d'entre vous que ça intéresse, chez Oxford University Press à New York, avec des ajouts, des modifications, puisque entre-temps, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées entre 2004 et 2019. 15 ans, ça fait beaucoup. Et il y a un certain nombre de compositeurs qui sont décédés, malheureusement. Puis il y a aussi... avec ce qu'on demande beaucoup maintenant, j'ai voulu rajouter quelques compositrices parce qu'il n'y en avait qu'une qui était Germaine Taillefer, et donc maintenant il y en a bien d'autres dans le nouveau livre, et donc c'est à partir de cette nouvelle mouture que la version française bis devrait sortir chez Fayard toujours, mais bon, il ne faut pas vendre la peau de l'ours, comme vous savez, les éditeurs, quelquefois il y a des problèmes. Et bon. Alors celui-ci par contre, eh bien, Fayard n'en a pas voulu. Donc j'ai pris mon bâton de pèlerin et puis j'ai essayé de trouver un éditeur, et c'est pas évident pour un interprète de vendre ses propres écrits, d'autant plus que je ne me considère pas comme écrivain du tout. Mais ce livre me tenait à cœur parce que lors de ma carrière internationale, j'avais toujours l'impression, et je parle du très haut niveau, l'Opéra de Vienne, le Covent Garden de Londres, le Staatsoper de Hambourg, l'Opéra de Los Angeles, enfin plein d'autres endroits, la Scala de Milan, que l'opéra français était le plus maltraité de tous. Et donc je me suis dit pendant assez longtemps, j'ose pas dire à mes collègues, mais quand même, ça me brûle, j'aurais vraiment envie de leur dire des choses là sur l'interprétation, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, et pourquoi vous faites ça. Mais comme les répétitions
dure dans ces grandes maisons au maximum 3 semaines. Hein. 3 semaines pour remettre le métier sur l'ouvrage et changer fondamentalement les choses, c'est beaucoup trop tard. Et ça mettrait même en péril la conduite du chant. Donc je me suis souvent abstenu. Ça n'est que au fur et à mesure, disons que ma petite réputation a grandi, que je me suis permis pour certains collègues ou certaines collègues de leur dire certaines choses, si tant est qu'ils ou elles en étaient d'accord, bien sûr. Il ne s'agit pas d'imposer des choses. Mais je me suis dit, peut-être qu'après tout, puisque maintenant j'enseigne depuis longtemps et que je suis toujours éberlué de voir qu'il n'y a toujours pas en France de classe de répertoire français, dans aucun conservatoire, dans aucune école de musique. Il n'y a pas ça, alors qu'en Allemagne, dans toutes les Hochschule, il y a une classe de répertoire allemand. Je me suis dit, il faut peut-être que je me mette à écrire, parce qu'au moins, comme ça, j'aurais l'impression que je sers un petit peu à quelque chose, même si les gens ne me lisent pas, mais j'aurais fait mon devoir, disons. Alors j'ai décidé de procéder de la même manière que j'avais fait pour le chant intime, c'est-à-dire de demander à mon ami Romain Rinaldi, qui est un journaliste féru de cinéma, a priori, mais qui adore la musique et en particulier le chant, de me faire parler, de m'enregistrer, et puis ensuite de mettre sur le papier ce qu'il pouvait, et puis moi je le remaniais après. C'est donc comme ça que nous avons procédé. Nous avons commencé il y a en gros 7 ans, et le temps que tout se fasse, et puis que surtout je trouve finalement un éditeur qui accepte, ça a mis beaucoup de temps, et le livre est paru en avril dernier seulement. Et il est paru chez Hermann, qui est un éditeur scientifique. Donc je suis très fier, c'est un éditeur scientifique. Mais le problème, c'est que l'éditeur scientifique, ça n'est pas un éditeur qui tire à des milliers d'exemplaires, et il tire à 500 exemplaires à la fois. Donc j'ai déjà eu 2 fois des annonces comme aujourd'hui, et il n'y avait pas assez de livres à la sortie, parce que ça y est, le tirage était terminé, donc il fallait de nouveau redemander à Hermann, vous en refaites un s'il vous plaît. Bon, je ne vous pousse pas à la consommation, mais c'est pour vous dire, si jamais il y a ce problème ici, n'hésitez pas, ils en ressortiront un, ça fait quand même pas 6 mois qu'il est sorti. Alors j'ai décidé de faire à peu près la même chose que pour le chant intime, c'est-à-dire de commencer par un chapitre essai, disons, qui essaie de comprendre ce qu'est la spécificité de l'opéra français par rapport à l'opéra italien et l'opéra allemand en particulier. Je ne me suis pas chargé de comparer à l'opéra chinois, ou ça j'en serais bien incapable. Parce qu'il y a des spécificités. Et la grande spécificité, ce que j'essaie de mettre à jour dans l'essai, c'est que l'opéra français, il est exactement basé sur les mêmes formes que la mélodie française, c'est-à-dire les formes poétiques du français. Tous les livrets des opéras français sont basés sur des vers réguliers, octosyllabes, décasyllabes ou alexandrins. Alors après, le compositeur peut très bien décider de couper, de faire des enjambements, etc. Mais la base, c'est tout de même cela. Et les compositeurs aiment beaucoup avoir des structures en France, des structures formelles précises. En mélodie, par exemple, puisque le concours commence demain, je peux quand même en dire un petit mot. En mélodie, c'est assez incroyable de voir que la forme poétique qui intéresse le plus les compositeurs d'aujourd'hui, c'est le sonnet. Pourquoi ? Parce que le sonnet, c'est la forme la plus stricte de la poésie française. 14 vers, divisés en 2 quatrains et 2 tercets, et qui ne peuvent être que des décasyllabes ou des octosyllabes, ou des alexandrins, pardon. Et donc, si ce sont des alexandrins, il faut respecter l'hémistiche, donc la coupure, à la moitié. Donc, tout ça fait que les compositeurs, ils cherchent ailleurs leur liberté, et c'est comme ça qu'ils la trouvent. C'est pas, je trouve la liberté en partant, en cassant les formes que je ne connais pas. Non, non, il faut d'abord que je connaisse les formes pour pouvoir acquérir ma liberté. C'est exactement la même chose pour l'opéra. Et l'opéra qui commence avec, alors ça c'est une autre des spécificités françaises, avec un italien, Lully, qui devrait s'écrire Lully avec un I, et que nous écrivons de manière pédante Lully avec un Y à la fin. C'est lui qui a inventé l'opéra pour Louis XIV. Il n'était pas parti de zéro, puisque le premier opéra qui est arrivé en France, c'est un opéra de Cavalli qui a été commandé par Mazarin pour le mariage de Louis XIV.
avec Marie-Thérèse, et c'est Ercole Amante de Cavalli, Cavalli étant le grand suiveur de Monteverdi. Et il se trouve que l'opéra de Lully dont je parle, puisque après cet essai, j'ai mis 25 opéras dans lesquels j'ai officié, parce que sinon, ça n'aurait aucun sens. Je peux bien sûr parler in abstracto de n'importe quel opéra, mais ça n'aurait vraiment pas de sens, puisque je parle d'une interprétation, il faut que je l'ai vécu de l'intérieur. Eh bien, c'est Alceste, qui est exactement la même histoire que Ercole Amante. Donc c'est assez amusant, finalement, de trouver déjà une petite cohérence là aussi. Donc, Lully invente l'opéra français pour Louis XIV. L'opéra français qui, à l'époque, deviendra l'opéra ballet, puisque Louis XIV adore danser et il faut toujours le mettre dedans. Je vous rappelle qu'à l'époque, la cour était sur scène et donc pouvait se lever facilement de la chaise et aller danser, etc. L'autre chose qui est amusante, je ne sais pas si vous le savez, mais le chef d'orchestre était dos à la scène et regardait le public. Ça n'est qu'à la fin du XIXe siècle qu'il s'est remis dans l'autre sens et que maintenant nous avons des dos forts expressifs, éventuellement si on le voit. Donc l'opéra commence avec Lully et puis il se développe petit à petit et à chaque fois, c'est assez amusant de voir ça en France, à chaque fois les grandes étapes de révolution ou d'évolution de l'opéra sont faites par des étrangers. À la fin du XVIIIe, c'est Gluck, le chevalier Gluck, qui est allemand et qui fait la fameuse très grosse querelle des gluckistes et des piccinistes, avec d'un côté ceux qui sont pour un opéra dit, déjà à l'époque, assez amusant, naturel, c'est-à-dire l'opéra italien, proche de la chose qu'on apprend par cœur, facile. Et c'est Jean-Jacques Rousseau qui s'élève contre Rameau, qui trouve trop savant, trop évolué, trop difficile, et lui, il préfère, et de loin, l'opéra italien. L'ennui, c'est que Jean-Jacques Rousseau se prétend, et là, je me fais peut-être pas forcément des amis, se prétend musicien, il l'est un peu, mais pas beaucoup. Le seul opéra qu'on joue de lui, le Devin de village, c'est la même chose que Bastien et Bastienne de Mozart, mais il vaut mieux aller voir du côté de Bastien et Bastienne que du côté du Devin du village. Bon, enfin, ça, c'est une petite chose. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer ? Sous Napoléon, les grands compositeurs seront italiens aussi, et ce sera Spontini, puisque le plus grand opéra créé sous l'Empire, c'est La Vestale, en français, même si Callas l'a enregistré en italien plus tard. Et puis, ce sera Cherubini avec Médée, et pareil, que Callas a enregistré en italien, mais qui est écrite en français. Et Cherubini sera le premier grand directeur du Conservatoire national de musique. Donc à chaque fois, les pauvres compositeurs français, ils se retrouvent plus ou moins mis sur la touche ou contestés chez eux. Et ça va durer tout le XIXe siècle, puisque après le grand opéra à la française, celui qui en sera le grand turiféraire, c'est Meyerbeer, donc un Allemand. Donc, voyez, on passe de Lully italien à Gluck allemand, ensuite à Spontini, Cherubini italien, à Meyerbeer allemand. Voilà. Mais tout ça, ce sont des évolutions, mais ce qui restera, et qui est vraiment la spécificité française, c'est que la musique doit être subordonnée au texte. Les Français veulent comprendre les histoires. Ils ne veulent pas seulement qu'on leur fasse entendre des jolis sons. C'est un petit peu ce qu'on peut dire comme différence avec l'opéra italien. Je dis toujours que mes collègues italiens, ce sont des hédonistes du son. Ils aiment le son pour le son. Ils aiment chanter pour chanter. Nous, on aime être émus de tous les côtés, à la fois par le son, l'image, le sens, la forme, tout ça ensemble. On veut tout. Et malheureusement, comme vous le savez, l'opéra étant un genre très, très hybride, c'est très difficile d'avoir tous les ingrédients qui fonctionnent en même temps. Je peux dire pour ma propre expérience que sur 12 productions, il y en a une seule où je suis vraiment satisfait à 100%. C'est pas beaucoup quand même, 1 sur 12. Alors c'est soit la production sur le plan mise en scène, soit la musique, soit les collègues, soit les costumes. Enfin bref, il y a plein d'ingrédients qu'il faut arriver à... Bon, alors ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les productions, hein. Heureusement quand même qu'on est content
la plupart du temps, mais c'est parce qu'on se met dedans au maximum et puis on essaie de faire abstraction de ce qui vous plaît moins. Mais pour être 100% satisfait, ça, c'est vraiment très difficile. Et je pense que les Français sont là-dessus aussi extrêmement difficiles. Et peut-être aussi parce qu'ils comprennent les paroles. Je suis toujours étonné de voir que maintenant, finalement, qu'on a des surtitres à l'opéra, eh bien, les gens ne regardent pas ou ont l'impression qu'ils comprennent la majorité du temps, ce qui n'est pas vrai. Si vous enlevez les surtitres, vous verrez que vous ne comprenez pas forcément, surtout si ce sont des étrangers qui chantent le français en particulier. Et c'est à la fois très bien d'avoir les surtitres, parce que comme ça on peut comprendre tout ce qui se passe, mais en même temps c'est une sorte de béquille visuelle à ce qui ne devrait passer que par l'oreille. Bon, ça c'est entre parenthèses, je ne l'ai pas mis dans le livre. Alors, donc, après cet essai où je parle aussi de tous ces grands chanteurs qui ont laissé un nom dans l'opéra, non pas parce que c'était des grands chanteurs, mais parce qu'ils ont donné carrément des noms de types de chanteurs, le baryton Martin, la Dugazon, la Falcon, tout ça. Maintenant, on le dit de moins en moins, hein. On dit baryton, basse, soprano, etc. Mais il fut un temps, en particulier au XIXe siècle, où on mettait vraiment des catégories très, très précises. Et la Dugazon, par exemple, qui était une chanteuse très connue du XVIIIe siècle, qui a fait beaucoup d'opéras comiques, c'est-à-dire plutôt des opéras de Niccolò, c'est-à-dire Niccolò, en fait c'était un Français, il avait pris un nom italien, ça faisait mieux, mais il s'appelait Isouard de son vrai nom, ou Boieldieu, Adrien. Les deux ont donné à Mademoiselle Dugazon un certain nombre de grands rôles, et c'était en fait ce qu'on appellerait un second soprano aujourd'hui, ou tout simplement ce qui a été vraiment peut-être la tessiture la favorite des compositeurs français, c'est-à-dire Carmen, Charlotte de Werther, Mélisande de Péléas, c'est-à-dire un soprano qui ne monte pas trop ou une mezzo qui ne descend pas trop. Voilà. Et ça, c'est la Dugazon. Bon. Falcon, Cornélie Falcon, c'était un grand soprano dramatique qui a créé beaucoup d'œuvres de Meyerbeer, justement, et qui a également chanté le rôle-titre de la Juive de Halévy. Et elle a vraiment créé un personnage dramatique, vraiment engagé. Et enfin, le baryton Martin, qui est, semble-t-il, une des spécificités françaises, eh bien, lui, c'était un baryton d'opéra comique qui a énormément chanté des rôles qui étaient écrits en clé de sol, donc comme un ténor, mais qui descendaient assez bien. Et ben voilà, il a l'hérédité de tous ces grands rôles que sont Péléas, Marouf, il y en a plein dans le répertoire français. Et donc il ne s'agit pas seulement d'un nom Martin comme ça pris au hasard, c'est vraiment quelqu'un qui a... Alors il a lui aussi chanté beaucoup de Boieldieu et de Niccolò, et je voudrais juste citer un ouvrage de Boieldieu qui est très intéressant et qu'il faudrait vraiment le coup de revoir, qui s'appelle Les voitures versées, et dans lequel il y a un duo très amusant qui est une variation sur Au clair de la lune, mais en italien évidemment, et que j'ai eu la chance de chanter avec Mady Mesplé plusieurs fois, et qui est vraiment très amusant à faire. Et donc la tessiture, c'est vraiment une tessiture de baryton élevé, hein, ça monte au la, donc bon. Mais c'est baryton quand même, parce qu'on est en duo, il faut tout le temps autrement être à la base pour que la soprano puisse faire ses roculades au-dessus. Voilà. Donc je parle de ça, je parle aussi bien entendu de l'évolution de l'opéra au fur et à mesure du 19e siècle, du 20e siècle. Je parle du théâtre musical qui a remplacé dans les années 70 l'opéra, à l'époque où on veut passer table rase et on voit arriver le théâtre musical. Ça n'a pas duré très longtemps, hein. Je ne sais même pas si vous en avez entendu parler, du théâtre musical qui a été vraiment à la mode quand Jean-Jacques et moi on a commencé. Et il y en avait tout le temps, mais c'était créé au Festival d'Avignon, ce n'était pas créé au Festival d'Aix-en-Provence. Et puis finalement, maintenant, je parle évidemment de création d'aujourd'hui et comment il semble que l'opéra semble se diriger vers où il va, puisque je crois que, contrairement à ce qu'on nous a beaucoup dit quand on était étudiant, l'opéra n'est pas mort, il est bien vivant, et il englobe même maintenant un certain nombre de sous-disciplines, puisqu'on voit même que
dans le monde du rock, on appelle ça opéra rock. Donc ça veut dire que la terminologie opéra n'est pas passée de mode. Peut-être parce qu'à l'origine, c'était l'art total, puisque pour Monteverdi, c'était ça, c'était l'art total, mélanger la poésie avec la musique, la danse, les masques, etc. Et puis maintenant, c'est plutôt mettre de la vidéo, du cinéma, des sons enregistrés, de la musique électronique, mais c'est quand même toujours un mélange de choses diverses qui donne sa vie à l'opéra. Voilà, j'ai donc terminé de vous parler de l'essai, de ce que je dis dedans, et puis ensuite donc les 25 opéras que j'ai choisis, qui sont donc parmi les très nombreux que j'ai chantés, une petite sélection d'opéras français, seulement français, sauf un que j'ai assimilé au répertoire français, mais j'en parlerai un tout petit peu plus tard. Donc sur le plan chronologique, cette fois-ci, je parle d'Alceste de Lully, de Tancrède, de André Campra, de Castor et Pollux, de Rameau, ça c'est pour la partie baroque, Iphigénie en tauride de Gluck, ensuite les 3 des 4 opéras de Berlioz, parce que j'inclus la damnation de Faust comme un opéra, même si ça ne l'est pas. Je ne parle pas des Troyens, parce que je ne l'ai jamais chanté. Et puis ensuite, les grands opéras du 19e, donc Gounod, Faust et Roméo et Juliette, les 2 plus connus, Massenet, Manon et Werther, les 2 plus connus. J'en ai chanté bien d'autres, hein, mais je pense que c'était intéressant parce que ce sont ceux que j'ai entendus le plus fait aussi dans les grandes scènes et les plus maltraités aussi. J'ai entendu des Manons vraiment effroyables, je peux dire ça comme ça. Mais pas seulement à l'étranger, hein, en France aussi. Hein. On est égaux là-dedans. Hein. Et puis, bien sûr, Carmen, qui, je crois, est l'opéra le plus maltraité au monde, pour une raison toute simple. Carmen, d'abord, c'est un opéra comique, créé en 1875, et malheureusement, Bizet est mort très peu de temps après la création. La partition n'était même pas éditée. Donc les héritiers ont pu tripatouiller tout ce qu'ils voulaient, et on n'a jamais eu ce que Bizet voulait, sauf quand il était vivant, c'est-à-dire pour quelques représentations. Et les héritiers ont par exemple viré avec pertes et fracas Madame Galimarié, qui avait été choisie par Bizet pour chanter le rôle de Carmen. Et donc, on a eu tout de suite un opéra qui est devenu, enfin un opéra comique avec des dialogues qui est devenu un opéra avec récitatif, alors que ce n'était pas du tout prévu pour Bizet. Et on est passé finalement au XXe siècle de l'opéra comique de Paris à l'opéra, la salle Garnier, en changeant complètement du coup la perspective, alors que l'opéra comique, pour nous qui y avons chanté, c'est une des scènes les plus formidables parce que le public, on a l'impression qu'on peut presque serrer la main du premier rang. C'est pas vrai, mais on est vraiment très proche. Et donc Carmen, elle n'a pas besoin de chanter, hurler des sons, et dans la partition, il n'y a pas de hurlement du tout. Hein, donc, et malheureusement, quand on fait ça sur des très grandes scènes, on est évidemment obligé d'aller un petit peu dans l'histrionisme plus patent, mais il faudrait garder tout de même ce style. C'est pour ça que le sous-titre de mon livre, c'est une question de style. Le style, c'est vraiment pour moi la chose principale. Le style, ça n'est pas une question de goût. Hein, je ne parle pas de goût, je parle de style. Le style, pour moi, c'est vraiment respecter les intentions des créateurs. Et pour respecter les intentions des créateurs, il faut aller loin dans l'analyse de la partition et du livret. Et souvent, dans ce qu'on fait travailler aux jeunes chanteurs, on met, je le dis, la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire on leur apprend à personnaliser leur interprétation avant qu'ils aient compris que la dramaturgie a déjà été faite par le compositeur. Le compositeur n'est pas un imbécile au niveau dramatique, au contraire. Je pense que Massenet se considérait comme un vrai dramaturge, ce qu'il était absolument. Et donc, les interprétations du rôle de Manon, du rôle de Werther, ou chez Bizet de Carmen, Don José et Escamillo, ce sont vraiment déjà des versions dramaturgiquement élaborées. Donc il faut savoir ce que c'est. Et je trouve que beaucoup de nos metteurs en scène d'aujourd'hui ne vont pas faire ce travail-là, alors qu'eux, ils ont le temps. Quand on a 3 semaines de répétition, on n'a pas le temps. Mais eux, normalement, ils sont engagés au minimum 2 ans avant, donc ils ont 2 ans pour travailler. Sauf que la majorité ont au moins 4 opéras sur le feu en 1 an. Donc évidemment, ça aussi, c'est les assistants qui travaillent, etc. Bon, je vous fais voir un peu des coulisses, hein, mais c'est souvent le cas.
C'est vraiment très souvent le cas. Donc, le Carmen a été complètement, disons, transformé, mais dans le mauvais sens du terme. Et on ne parle plus aujourd'hui du tout de la salle où a été créé un ouvrage. On ne parle même pas non plus des créateurs. Je le vois très bien chez mes collègues profs de chant, et comme je le suis, je peux le dire. La plupart ne savent même pas qui a créé les choses et ne savent pas quel genre de voix ils avaient. Donc c'est quand même intéressant de le savoir. Je ne dis pas qu'on a des enregistrements. Évidemment, on n'a pas d'enregistrement de Madame Galimarié. On n'a pas d'enregistrement de Monsieur Martin, ni de Madame Falcon, ni de Mademoiselle Dugazon. Non. Mais on a quand même des enregistrements de gens qui ont créé par exemple, on a des enregistrements de Jean Perrier. On a des enregistrements d'Hector Dufresne. Là, je parle de 2 interprètes de Péléas. On a des enregistrements de Ninon Wallin, de Paul Franz, qui était le grand chanteur wagnérien d'avant la Première Guerre mondiale, et jusqu'à après d'ailleurs, qui est le grand, disons, celui qui a anticipé la carrière de Georges Thiel en quelque sorte. Et alors Georges Thiel, dont je parle, là on en a, donc on peut très bien se référer tout de même à des enregistrements, sans que ça devienne des références stylistiques pures, parce qu'il n'y a jamais de référence pure. Une référence ne peut être qu'historique. Elle peut être parce que la manière esthétique de chanter a énormément changé. Si vous entendez, par exemple, quelqu'un que j'ai entendu en vrai, Denise Duval, aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'elle pourrait chanter. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé sur le plan technique. Et par exemple, il n'y a pas un seul « et » qu'elle chante qui n'est pas « c'est une chose presque parisienne, mais on chantait comme ça au cabaret et à l'opéra à l'époque, jusque dans les années 70, donc c'est pas si vieux. Mais c'est notre travail aussi de mettre dans le contexte et de faire travailler à partir de ça. Donc j'espère que ce livre met un peu dans le contexte. Donc je me suis arrêté au XIXe siècle. Évidemment, le chapitre sur lequel je m'appesantis le plus, c'est Péléas et Mélisande, puisque c'est l'opéra que j'ai le plus chanté, dans lequel j'ai fait 2 rôles, donc je le connais la tête en bas et les pieds en l'air. Et je me suis un peu limité, parce que sinon j'aurais fait un ouvrage entier sur Péléas. Mais il est certain que Péléas a changé énormément de choses. D'abord parce qu'au lieu de faire appel à des librettistes, Debussy a choisi une pièce de théâtre et la mise en musique. Contrairement à ce qu'on entend quelquefois dire, ça n'est pas d'après la pièce de Maeterlinck, mais c'est la pièce de Maeterlinck, avec les coupures que Maeterlinck lui-même avait suggérées à Debussy. Et quand M. Maeterlinck a dit « cette pièce n'est plus la même, je ne la reconnais plus », c'est parce qu'entre 1892, la date de la première édition de Péléas, qui est celle qu'a utilisée Debussy, et 1902, eh bien, il y a 3 éditions successives de Péléas avec plein de modifications de Maeterlinck. Donc, ce n'est pas étonnant qu'il ne se soit pas reconnu là-dedans, mais Debussy, il n'a pas changé son livret, il a gardé le premier, il s'y est tenu. Et c'est vraiment la pièce de Maeterlinck. Donc, pour une fois, on peut dire, là, la fidélité au texte est absolue. Bon. Et ça, Debussy, c'est vraiment pour moi l'exemple même de la prima le parole e dopo la musica, comme on dit en italien. D'abord les paroles, après la musique. Et comme il le disait aussi très bien, je voudrais greffer mon rêve sur celui du poète. C'est exactement ça, et il y arrive évidemment de manière incroyable. Hein. Et j'essaie d'expliquer ce qui, pour moi, fait la grande révolution du chant dans Péléas. C'est extrêmement difficile de le faire comprendre avec des mots, mais je crois que ce qui est vraiment fondamental dans Péléas, c'est qu'au lieu d'avoir des protagonistes et un tapis sonore qui vous porte plus ou moins, ou qui vous lâche, puis qui vous reprend, dans l'opéra de Debussy, les chanteurs sont des éléments d'un flux orchestral total. D'une certaine manière, Debussy, qui pourtant a bien écrit qu'il voulait non pas écrire d'après Wagner, mais après Wagner, eh ben, il arrive quand même à faire mieux que Wagner. Et mon ami Christa Ludwig, je me souviens très bien quand on a fait le Péléas au Staatsoper de Vienne, et qu'un des cornistes de l'orchestre philharmonique de Vienne, quand même, c'est pas n'importe quoi, je l'entends dire « Scheisse Musik », et je me suis dit, bon,
là, on est mal parti, parce qu'il y a quand même beaucoup de corps dans la partition. Et donc, à la cantine, il est allé voir Christa Ludwig. Nous étions en train de boire notre mélange. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le mélange. C'est ce que les Italiens appellent... Enfin, non, nous, on appelle ça noisette. Mais enfin, les Italiens appellent ça latte, si vous voulez. Voilà. Mais eux, ils appellent ça mélange. Bon. Et il se penche vers Christa en essayant de m'éviter. Peut-être ne savait pas que je parlais l'allemand, mais ce n'est pas grave. Et elle lui répond, alors là je le traduis en français, elle lui répond « C'est le plus bel opéra que Wagner ait jamais écrit. » Alors là, et après on a eu des représentations absolument fabuleuses. Donc vous voyez, il en faut peu hein, pour transformer une interprétation, mais juste une parole bien sentie, ça a suffi. Voilà, donc le chapitre sur Péléas est extrêmement important. Et puis ensuite, je passe donc aux opéras du XXe siècle. Alors, j'ai évidemment mis les deux opéras apparentés de Ravel, L'heure espagnole et L'enfant et les sortilèges. Et puis, j'ai mis les trois opéras de Poulenc. Et c'est là où je vois que j'ai un peu outrepassé mes droits, parce qu'évidemment, la voix humaine, je ne l'ai jamais chantée. Mais je l'ai beaucoup enseigné, donc je pense que je peux quand même en dire un petit quelque chose. Voilà. Et c'est un opéra quand même extrêmement important parce que c'est le premier one-woman show de l'opéra. Donc ça compte. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a un compositeur dont je ne dirai pas le nom parce qu'il le fera lui-même quand il viendra, qui est en train d'écrire un opéra à one-man show qui sera le monsieur à l'autre bout du fil. Mais il faut qu'il invente le texte et il n'a pas Cocteau sous la main. Donc on verra ce que ça va donner. Voilà. Et puis ensuite, alors là aussi une exception, ça n'est pas un opéra français, mais c'est un opéra russe, L'amour des trois oranges de Prokofiev, mais je considère que d'abord il s'est diffusé en français, bien qu'il ait été conçu en russe, mais il a été créé à l'Opéra de Chicago en français, avec un certain nombre de chanteurs français, dont encore une fois Hector Dufresne, créateur du rôle de Golo, qui s'est retrouvé non pas par hasard à l'Opéra de Chicago, parce que la patronne de l'Opéra de Chicago, c'était Mary Garden, qui avait créé le rôle de Mélisande à l'époque. Et donc, elle a fait venir son collègue Hector Dufresne, qui est venu avec plaisir, je pense aussi avec des espèces sonnantes et trébuchantes bien comme il faut. Chicago était riche à l'époque. Et si Prokofiev a décidé de faire cet opéra en français, c'est parce qu'on lui a dit bah, ici, vous ne pouvez pas faire ça en russe, parce qu'à Chicago, il n'y a pas de communauté russe. Alors vous choisissez italien, allemand ou français. Comme il ne parlait ni l'italien ni l'allemand, mais qui parlait le français, il s'est dit, bon, allez, on va traduire le livret en français. Et il a fait appel à une collègue chanteuse brésilienne, qui s'appelait, mais d'origine grecque, vous allez comprendre pourquoi. Son nom, c'est Vera Yiannakopoulos, mais qui habitait Paris, d'écrire le livret. Et donc, je peux dire, et c'est amusant, mais c'est pourquoi pas, que L'amour des trois oranges, c'est le premier opéra totalement mondial ou international, puisque le compositeur est russe, le librettiste, c'est Carlo Gozzi, celui qui a fait aussi le Turandot de Puccini, hein, du XVIIIe siècle, le grand rival de Goldoni pour la Commedia dell'arte. C'est chanté en français, c'est créé à Chicago. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment l'opéra mondial. Et ensuite, je passe à des opéras alors vraiment que j'ai créés, ou presque créés, parce que le Château des Carpates de Philippe Hersant, je ne l'ai pas créé, j'aurais bien aimé, mais j'en ai fait la reprise très très rapidement après la création. Et puis l'opéra Verlaine-Paul de Georges Boeuf, que j'ai créé en 1996 pour le centenaire de la mort de Verlaine à Nancy, et dont je suis, je dois dire, fier, parce que je suis à l'origine de ce projet, c'est-à-dire du sujet, du choix du compositeur, du choix du librettiste et finalement du choix de l'endroit où ça allait se faire. Donc je suis finalement un peu celui qui a suscité tout ça. Alors malheureusement, il n'a été joué que 8 fois en tout, 4 fois à Nancy et 4 fois à Marseille. Mais enfin, c'est mieux que rien, il n'y a pas d'enregistrement, la partition est éditée chez le Duc, mais c'est tout ce qu'on a. Mais ça, c'est un petit peu malheureusement comment dire, le lot, le sort des opéras créés aujourd'hui. Si on arrive à avoir une coproduction formidable, c'est bien, mais si on n'en a pas, eh ben, on arrive péniblement à une dizaine de représentations, et puis suivant. Voilà.
Voilà, un petit dernier mot pour clore ma présentation et puis vous laisser la parole parce que je pense que vous aurez sans doute des questions. Je crois que ce qui faisait le problème de l'opéra français sur les grandes scènes, c'est ce que j'appelle la mondialisation du chant. C'est-à-dire, au lieu de donner à chaque langue sa spécificité ou ses spécificités, on demandait aux chanteurs un son global, si on peut dire ça comme ça, puisqu'on parle de globalisation, parlons de son global. Et donc l'italien, l'allemand ou le français devaient sonner absolument pareil. Et c'est d'ailleurs pour cela que les chanteurs américains, qui ont un répertoire d'opéra très très restreint, étaient les chanteurs les plus célébrés, les plus invités, etc. Parce qu'eux, ils n'ont pas cette ambition d'être fidèle à une langue. Non, toutes les langues se valent pour moi et j'y vais. Ça a beaucoup de qualité d'avoir cette immédiateté dans l'approche, mais ça ne va pas extrêmement loin ensuite. Alors nous sommes peut-être un tout petit peu trop dans l'autre sens, mais je pense que petit à petit, c'est en train de changer. Parce que je vois, par exemple, dans les Hochschule allemandes, là, maintenant, les profs de chant font vraiment très, très, très attention à l'apprentissage de l'allemand, mais de base, c'est-à-dire vraiment d'aller même avant, de retourner avant Goethe, d'aller encore plus haut dans la tradition allemande. Et j'espère que pour le français, on va y arriver aussi, parce que je trouve que ça serait quand même bien que nos chanteurs qui, il faut le dire, grâce au baroque, grâce au travail sur l'opéra baroque, ont remis le français sur le métier, puissent considérer que le 19e siècle, la même chose peut être faite, et le 20e aussi. Et que les spécificités du français, comme ça, seront vraiment prises en compte, mais si possible, avant d'arriver aux répétitions, pas 3 semaines avant la première. Voilà, c'est donc pendant les études. Donc l'espoir fait vivre, j'espère que je ne me trompe pas, puis que nous, avec le concours de Mélodie Française, dont je vois un certain nombre de gens du bureau ici, je pense que c'est aussi un des buts de ce concours, c'est de montrer à tout le monde que le français a des spécificités qui se propagent via la musique aussi. Par exemple, nous avons de plus en plus d'Asiatiques qui viennent au concours, et ces Asiatiques, quand ils sont venus à l'opéra, c'était pour faire des décibels au début. On entendait des grosses voix qui chantaient fort. Mais maintenant, on a des gens qui savent dire les subtilités, les faire entendre. Pas tous, hein, bien sûr. Mais je crois que moi, je trouve ça admirable parce que je ne me vois pas faire la même chose en opéra japonais ou chinois. Ça demanderait un travail énorme. Mais eux, ça ne leur pose pas de problème. Ils viennent exprès, ils viennent s'installer. Ils adorent la culture française. Et donc la culture française, pour eux, c'est à la fois les textes et la musique. Et par exemple, au Japon, Debussy, c'est Dieu. Hein. Vous pouvez, je suis sûr que vous parlez de Debussy au Japon, à n'importe qui, il sait qui c'est. Demandez en France, je ne suis pas sûr. Hein. Donc voilà, je crois que j'ai essayé de vous résumer l'approche de ce livre. Et mais maintenant, je vous laisse la parole si vous voulez poser des questions. Je suis à votre disposition. Je vais vous passer un micro parce qu'il paraît qu'il faut. Tenez. Oui, c'est votre anecdote à Vienne, là, avec Christa Ludwig. Est-ce qu'elle chantait Mélisande? Non, non, elle chantait Geneviève. Ah, bon. Non. Mélisande, c'était Frédéric von Stade. Ah, ben voilà. Oui, oui, c'était comme tu faisais allusion justement au fait que la pièce, enfin, Debussy avait vraiment construit à partir de la pièce. Lully, il a aussi construit à partir directement des grandes tragédies. Oui. Donc finalement, la base de l'opéra français, ça remonte vraiment à ça. Absolument. Mais c'est pour ça que finalement, le livre qui essaie de montrer ça, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une pérennité du travail, mais que c'est d'abord le texte. L'opéra français vient vraiment du texte, ne vient pas de la musique. Et que ce soit Lully avec les livrets de Quinault ou Thomas Corneille,
ou Debussy avec Maeterlinck, ou Ravel avec Franoin ou Colette, c'est le texte qui est premier. Donc ça oblige à connaître la langue. Mais tous les compositeurs, et c'est aussi une chose que peut-être on ne dit pas assez, tous les compositeurs ont eu dans leur éducation scolaire l'apprentissage de la poésie sous toutes les formes. Et, je ne sais pas si vous le savez, mais le D de CNSMD, Conservatoire national supérieur de musique, le D, jusqu'à 1934, c'est déclamation. Et déclamation, ça veut dire que tout le monde, y compris les musiciens d'orchestre, était censé savoir déclamer. Et puis après, on a transformé ça en danse, le D, ça je permets de ne pas changer l'intitulé, mais je me souviens très bien, moi qui ai bien connu Jacques Janssen, le grand Péléas, Jacques m'avait raconté que lui, quand il était au conservatoire, donc après 1934, il n'est pas si vieux, dans les années 40, eh bien, il était en même temps dans les cours d'art dramatique et dans les cours d'art lyrique. Et dans le cours d'art dramatique, il avait Louis Jouvet comme professeur, et Louis Jouvet lui avait demandé s'il voudrait faire Hippolyte dans Phèdre de Racine à la Comédie Française. Et il lui avait même dit, alors je ne peux pas imiter Jouvet, c'est trop compliqué, mais il lui avait dit, petit, quand tu auras 50 ans, tu ne pourras plus chanter, mais au théâtre, tu peux continuer. Et donc, il a résisté, il a finalement, il est devenu chanteur. Mais sa formation est une formation vraiment complète avec l'art dramatique. De nos jours, nous avons le conservatoire d'art dramatique d'un côté et le conservatoire d'art lyrique de l'autre côté. Il n'y a aucune pénétration l'un de l'autre. Et moi qui suis un grand fanatique du théâtre français, j'ai un abonnement à la Comédie Française, mais je suis obligé de dire que quand on va voir une tragédie en vers, tous ne sont pas capables de dire les alexandrins. Et moi, ça me navre. Et ça n'est pas, je ne remets pas en cause la qualité des acteurs, des comédiens, mais la qualité de leur travail de base. Il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque. Et bon. Alors, je me suis justement attelé, pour continuer, je me suis attelé récemment à enregistrer des mélodrames, parce qu'il y avait, à l'époque où la mélodie française est devenue vraiment très importante à Paris, il y avait des acteurs qui étaient jaloux des chanteurs et qui ont demandé à des compositeurs de leur écrire de la musique, mais pour qu'ils puissent déclamer. Et celui qui a été le grand turiféraire du mélodrame s'appelait Léon Brémond, et c'était un des acteurs de la troupe de Sarah Bernard. Et lui, il connaissait beaucoup de musiciens, comme Sarah Bernard connaissait énormément de musiciens, il les côtoyait. Et puis Paris était petit, hein, c'était pas une capitale de plus de 10 millions d'habitants, donc tout le monde se connaissait. Et il a donc fait travailler ça. Et ce qui est très intéressant, c'est que les partitions sont éditées avec un grand préambule de Léon Brémond, toutes, et puis il y a des flèches qui indiquent la syllabe doit arriver là ou là, et puis soit elle monte, soit elle descend. Il y a même une intonation de suggéré dans la déclamation. Donc ça m'a amusé de voir ça et d'essayer de rapprocher cette déclamation de ce qui allait devenir en Allemagne le Sprechgesang, finalement, et qui n'existe pas chez nous, parce que le Sprechgesang, il fait des sauts, alors que le français est linéaire, ou comme aurait dit Olivier Pi une fois quand j'ai fait Péléas à Moscou, est monotone. Il a dit, mais la monotonie est une qualité, il a dit. Et donc, le travail, c'est un travail de soutien de la voix parlée d'une certaine manière qui demande un vrai travail technique de corps, passionnant, absolument passionnant. Et moi, je rêverais qu'il y ait de nouveau une classe de déclamation dans les conservatoires, au moins les supérieurs. Mais qui pour le faire? C'est ça le problème. Maintenant, plus personne n'est formé à ça, donc il faut former les formateurs. C'est compliqué. Je vous ai bien entendu, mais oui. Peut-être que redites-le parce que... Et oui, Alagna, il a une très très bonne diction là. C'est un des ténors. C'est vrai qu'il quand même a une diction parfaite. Oui, mais vous savez pourquoi?
Il a beaucoup travaillé. Oui, et il a commencé par chanter du cabaret et de la chanson. Oui. C'est pour ça. Tous les chemins mènent à Rome. On ne peut pas dire il y a la voie royale, non. Et je pense que ce que je dis, je dis ce qui manque. Mais après, en tant qu'enseignant, je sais pertinemment qu'il ne s'agit pas de donner des clés, mais de donner des chemins. On ne donne que des chemins. Parce que quand on est artiste, on veut être son propre patron. On ne veut pas être le sujet de quelqu'un. Et j'ai toujours trouvé étrange certains de mes collègues qui avaient leur prof de chant qui les suivaient partout dans le monde parce qu'on a tellement peur qu'il faut toujours qu'il y ait maman à côté. Et moi, je ne peux pas supporter ça. Personnellement, je me dis, ce n'est pas des artistes, ce n'est pas possible. Un artiste, même s'il a eu des maîtres, même s'il a eu des exemples, des idoles, au bout d'un moment, c'est fini. On passe à autre chose. Et donc, Alagna, son chemin, c'est via la chanson. Et après, il l'a dit un petit peu. Il ne le dit pas toujours parce qu'on ne lui pose pas ce genre de questions aussi. Mais il a eu des chefs de chant absolument remarquables. Parce que ce que nous, on appelle maintenant coach, parce qu'évidemment, tout se prononce en anglais maintenant, mais c'était des gens qui venaient de loin. Quand vous voyez que Irène Haïtov, qui a été une des grandes chefs de chant, qui est morte à 106 ans, et qui a été la pianiste d'Yvette Gilbert quand elle avait 16 ans, bon, bah, vous voyez d'où elle vient. Et quand mademoiselle Simone Féjard, qui a été celle qui m'a appris Péléas, m'a dit qu'elle avait été élève de Roger Ducasse en composition et qu'elle avait travaillé Péléas avec Engelbrecht et Desormières, bon, vous vous dites, j'ai une chance incroyable, c'est-à-dire qu'au lieu de venir, pouf, comme ça, comme une espèce de graine qui vient de nulle part, qui a été portée par le vent, je suis dans une continuité de quelque chose. Et ça, c'est une chose aussi que je trouve qui n'est pas assez dite. J'ai toujours été étonné de voir que les jeunes chefs d'orchestre d'aujourd'hui n'ont jamais osé aller voir les anciens. Aucun des jeunes chefs français que je connais n'a jamais osé aller voir les anciens que j'ai connus. Jean Fournet, Pierre Dervaux, Georges Prêtre, personne. Et alors après, on s'étonne qu'il n'y ait plus de continuité de travail sur le répertoire. Ben, ça ne veut pas dire qu'on va faire exactement comme eux. Comme je le disais, non, mais la personnalité, elle grandit à partir de ce que d'autres peuvent vous dire. Je ne dis pas que, d'ailleurs, tous ces chefs que j'ai cités, avec lesquels j'ai travaillé, ont exactement le même genre d'approche d'un opéra. Pas du tout. Georges Prêtre n'a absolument rien à voir avec Michel Plasson, par exemple. Rien du tout. Pourtant, ils sont de la même génération. Ce n'est pas du tout la même approche. Bon. Mais ça n'empêche qu'un jeune chef, moi je trouve qu'il devrait y aller, surtout quand il travaille un opéra français pour la première fois. Il m'est arrivé curieusement, il y a 1 an et demi, d'être appelé par un jeune chef canadien qui faisait on ne dit pas prise de rôle, mais voilà, son premier Péléas à Berlin, au Komische Oper. Et il m'a demandé de lui donner des cours par téléphone. Et j'ai fait 3 heures de téléphone en 3 fois, hein, pas 3 heures d'affilée. Hein. Et quand il m'a demandé ça, j'ai été vraiment étonné, mais je me suis dit, mais c'est vrai, qui va aller voir comme chef qui fait Péléas? Georges Prêtre était mort, il n'y avait plus personne avec qui j'avais travaillé, moi, Armin Jordan était décédé, enfin tous ces grands. Bon, alors j'ai dit, bon, bah d'accord. Mais j'ai essayé de lui donner des idées sans l'abattu, sans montrer, quoi. Bon, je sais que le résultat était bien parce que j'ai vu les critiques après, elles étaient excellentes. Mais bon, ce sont des critiques allemands, donc je ne sais pas s'ils sont férus de Péléas suffisamment. Mais en tout cas, c'était vraiment quelqu'un de passionné, donc je pense qu'il a, en tout cas, il avait envie de partager avec un Français quelque chose sur Péléas. Donc, mais c'est vraiment important, je pense, de se mettre dans une lignée, d'essayer. Ça ne veut pas dire, par exemple, je parlais de Jacques Janssen. Quand j'ai fait la prise de rôle de Péléas, j'ai refusé d'aller voir Jacques Janssen avant, parce que je ne voulais justement pas, il faut aussi dire, le premier opéra que j'ai vu de ma vie, c'était Péléas et Mélisande. J'avais 14 ans, et j'avais rien compris, et j'avais trouvé la production hideuse. C'était dans les décors de la création, et Jacques chantait Péléas. C'était Jacques Mars qui chantait Golo, puis il est tombé malade, et c'est Gabriel Baquier qui l'a remplacé après l'entracte.
bon, peu importe. J'avais vraiment rien compris. J'avais trouvé ça du très mauvais théâtre, en gros. Et si on m'avait dit ce jour-là, bah, tu verras dans 10 ans, j'aurais doucement rigolé. Mais en tout cas, ayant vu Jacques Janssen en scène, je me suis dit non, je n'irai pas le voir avant d'avoir fait moi ma prise de rôle. Mais après, je suis allé le voir. Et là, on a parlé. Et il est venu 3 fois à Lyon. J'ai chanté 9 fois à Lyon, il est venu 3 fois. Et j'ai des lettres, etc. Et c'était pour moi très important, non pas d'avoir le blanc-seing, dire tu l'as bien fait, bravo, tu entres dans la famille, ça on s'en fout, ça c'est sentimental, ça n'a aucun intérêt. Mais au contraire, qu'ils me disent des choses précises, fais attention dans cette scène-là, ne va pas trop bas dans le piano, là, attention, l'orchestre te couvre un peu, enfin des choses comme ça. Parce que lui, évidemment, il est le recordman absolu de Péléas. Je ne sais plus combien de fois il m'a dit qu'il l'a chanté, mais son dernier Péléas, il avait presque 70 ans quand il l'a chanté. Donc ça, moi je ne ferai pas. J'ai pas 70 ans, mais c'est fini. Péléas, c'est fini. J'ai entendu il y a un an et demi, une interview de Michel Plasson au sujet de la musique française, disant qu'elle était très fragile et souvent pas maltraitée, mais un peu. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est exactement pour ça que j'ai écrit le livre. Mais moi, je ne pense pas qu'elle est fragile. Je pense simplement qu'on est beaucoup plus exigeant envers elle parce qu'on est français et que, donc, il faut qu'on donne les moyens à toutes les productions à l'étranger de l'opéra français d'être à la hauteur. Ça se traduit par quoi, pratiquement? Eh bien, ça se traduit par un travail comme on devrait toujours faire, c'est-à-dire aller d'abord chercher la pièce de théâtre, le roman. Par exemple, si vous prenez Manon, il faut reprendre l'histoire de l'abbé des Grieux et de Manon Lescaut. Il faut lire le livre et puis, à partir de là, aller au livret, je dis bien, dans ce sens-là, et ensuite entrer dans la partition en essayant, j'y crois beaucoup, mais c'est très difficile, en essayant d'appliquer une écoute neutre. C'est-à-dire de ne pas commencer à penser « je vais interpréter mon Lescaut », puisque ça c'est le rôle que j'ai fait dans Manon, comme je le sens. Il ne s'agit pas de sentir comment est un rôle, il s'agit d'abord de voir comment le compositeur l'a vu. Après, une fois qu'on a vu ça, si on l'a à peu près compris, alors on essaie d'employer les moyens qu'il faut pour être le plus proche possible du texte, et ensuite on peut se le faire soi-même, se l'intégrer complètement. Mais si on commence par dire, oui, tu vois Coco, un peu comme un réalisateur de cinéma, tu vois Coco, il faudrait que tu fasses ça comme ça parce que je pense que c'est foutu. C'est foutu. C'est mettre la charrue avant les bœufs, c'est mettre le faire avant la préparation. Mais que vous lisiez n'importe quel ouvrage technique de musique, les grands interprètes disent tous la même chose. Je connais même plusieurs pianistes qui disent, avant de mettre les mains sur le clavier, il faut absolument avoir appris par cœur la partition pour être sûr que les mains ne vont pas venir entre les deux et faire quelque chose qui vous oblige à moyenner ou faire des compromissions. Non. Alors évidemment, c'est un absolu absolument impossible à atteindre complètement, mais ça veut dire qu'il faut se donner les moyens. Et se donner les moyens, comme je le disais tout à l'heure, je crois qu'il y a les chefs de chant, bien sûr, et on en a d'excellents. En France, nous sommes dans un des pays où on a les meilleures classes de chefs de chant, vraiment. Dans les 2 conservatoires supérieurs de Lyon et de Paris, on a des très très bons professeurs de coaching, comme on dit. Et puis à l'Opéra de Paris, par exemple, il y a des très très bons chefs de chant, sauf qu'évidemment, ils ont déjà énormément de travail, mais si on va travailler avec eux, puis ça coûte de l'argent aussi, hein, il faut les payer. On peut déjà travailler, mais aussi, comme je le disais tout à l'heure, on est artiste, donc on est nos propres patrons, il faut savoir travailler tout seul. Il faut savoir se mettre au piano, et puis voilà. Mais c'est du travail. Péléas, j'ai mis 2 ans et demi à apprendre le rôle. Et quand je dis apprendre, ça ne veut pas dire apprendre par cœur et puis après pouvoir le sortir. Non, comprendre, le faire mien. Et ce qui est incroyable, c'est qu'avant de faire Péléas, je n'avais jamais chanté un la de ma vie, un la aigu. Jamais. C'est le rôle qui me l'a appris. Mais c'est parce que avec l'écoute neutre que je crois avoir, grâce à Simone Féjard, vraiment acquis à ce moment-là. Simone Féjard, c'était donc le chef de chant avec qui je l'ai travaillé. D'une certaine manière, j'étais disponible. Et donc, la voix a fait ce qu'il fallait. Alors après, il faut revenir en arrière et essayer de comprendre comment la voix a fait ce qu'il fallait.
Ça, c'est encore autre chose. Mais c'est des allers-retours. Hein. Je dis toujours, moi, à mes étudiants, le chanteur, il est à la fois marionnette et marionnettiste. Il faut être les deux à la fois. Il ne faut pas être dans le faire totalement à 100%, et il ne faut pas être dans le laisser-faire à 100%. Mais il faut être les deux. Il n'y a que comme ça qu'on arrive à laisser la parole du poème et la musique du compositeur atteindre le public. Le premier metteur en scène qui m'a mis en scène en Péléas et Mélisande à Lyon, Pierre Strosser, avait dit cette chose bizarre sur le moment, j'avais eu un peu de mal à comprendre, mais après j'ai compris. Il a dit: je voudrais que cette production de Péléas, ce soit l'auberge espagnole. C'est-à-dire que le public y amène ce qu'il est, ce qu'il sait, ce qu'il a envie de voir, mais moi je ne veux pas lui imposer quelque chose. C'est lui qui décidera ce que l'image veut dire. Ça, c'est de la confiance. Alors, au lieu de faire que les metteurs en scène se disent oh, de toute façon, c'est du passé, le public de l'opéra, il a déjà vu l'opéra 50 fois, il faut que je fasse quelque chose de neuf. D'abord, c'est pas vrai, parce qu'il y a toujours des gens qui viennent pour la première fois à l'opéra, et s'ils ne comprennent pas ce qui se passe, ils ne reviendront pas. Ça, j'en suis à 100% sûr. Et bien sûr, il y a des opéras plus faciles à faire comprendre à un jeune public, par exemple, que d'autres. C'est sûr, si vous commencez par la flûte enchantée, ça va. Si vous commencez par Péléas et Mélisande, c'est peut-être un peu compliqué. Mais si vous commencez par la flûte dans une production qui fait abstraction de tout, de la magie, du chant virtuose, simplement de l'écoute, bon ben c'est cuit. C'est une représentation pour rien, je dirais. Et malheureusement, je dois dire qu'il y a beaucoup de metteurs en scène qui, peut-être parce qu'ils n'ont pas confiance en l'œuvre qu'ils sont censés défendre, mais dans ce cas-là, il est toujours possible de dire non. Pourquoi dire oui? Malheureusement, je crois savoir pourquoi. C'est qu'à l'opéra, on a des budgets tellement plus grands que quand on fait une pièce de théâtre au théâtre dramatique, que c'est très difficile de dire non. Mais les grands metteurs en scène d'opéra, c'est des gens qui sont humbles. Comme les grands chanteurs, hein, c'est des gens humbles. Vraiment des gens qui travaillent toujours, même s'ils en sont à la 15e production du même opéra. Et il y a un exemple qui est facile à dire, et le pauvre, il est assez maltraité en ce moment, c'est Placido Domingo. Placido, c'est un bûcheur incroyable. Et jamais il se contentera de faire la même chose à chaque fois. Jamais. Ça travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, moi, je n'ai fait que Carmen avec lui, mais je peux vous dire que c'était assez incroyable de le voir travailler Don José, hein, posant tout le temps des questions, allant voir le coach, disant « Qu'est-ce que j'ai fait là, ça va? Qu'est-ce que tu penses ?» Jamais satisfait. Bon. Et c'est quand même pas n'importe qui, quoi. Oui. Quand vous dites l'opéra français, une question de style, alors ce fameux style, est-ce que vous voulez dire par exemple que de Lully à Ravel, il y aurait une sorte d'esthétique commune qui serait peut-être l'articulation, l'accentuation, la compréhension de la prosodie, quelque chose qui irait du côté de l'intelligibilité, voilà, plus que les autres. Vous avez parfaitement résumé, beaucoup mieux que moi. Merci beaucoup. Oui, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. C'est l'intelligibilité, mais l'intelligibilité sans donner sans que ce soit une interprétation définitive, absolue. Il n'y a pas d'absolu, si vous voulez. C'est seulement les formes et l'écoute et tout ça qui vous permet d'acquérir ce sens du style. Donc, ça n'est pas de vouloir dire « je travaille pour aboutir à quelque chose de précis ». C'est le chemin que je fais, c'est le bon parce que c'est celui qu'a fait le librettiste et le compositeur. C'est tout. C'est rester humble comme ça. Mais on y arrive quelquefois et quelquefois on n'y arrive pas. Et Callas avait dit une chose assez amusante. Elle avait dit, c'est un peu ce qu'on dit en français quand on dit jeunesse ne veut, vieillesse ne peut, vous savez. Elle disait c'est quand même dommage qu'il faille beaucoup de temps pour arriver à être vraiment à la hauteur des textes que vous devez défendre, mais à ce moment-là, vous êtes déjà âgé et c'est le corps qui ne répond pas comme il faut. Voilà, c'est un peu le problème du chanteur par rapport à l'acteur. L'acteur n'a pas ce problème-là, a priori. Le chanteur là.
Oui. Comment vous pouvez expliquer qu'un chanteur peut chanter pas avec la perfection qui est exigée de lui lorsqu'on lui fait jouer un rôle qui ne correspond pas à l'origine de l'opéra? Je comprends Parce ce que... qu'aujourd'hui, on se rend compte que les opéras, il n'y en a plus aucun qui suivent exactement, à part peut-être Péléas et Mélisande, qui suivent exactement le sujet qui a été créé à l'origine. Alors, il y a d'abord un petit peu, là, on rejoint ce que j'essayais de dire purement sur le plan de l'attitude de la globalisation. C'est que dans tous les opéras qui ont été créés, y compris Péléas, à part évidemment Mary Garden qui était une exception, mais elle était écossaise, mais elle a quand même débuté à l'Opéra Comique dans Louise. Donc ce sont a priori des gens qui chantaient exclusivement en français. Ils n'avaient pas d'autre langue. Donc même quand je parle de Paul Franz, qui était le grand chanteur wagnérien de l'époque, lui, il chantait en français. Les enregistrements qu'on a de lui, j'espère que vous connaissez cet enregistrement magnifique qui s'appelle Les Urnes de l'Opéra. Vous avez les Adieux de Lohengrin par Paul Franz, mais c'est sublime. C'est de la déclamation. On a l'impression qu'il chante comme il parle. Et il faut un peu d'imagination pour entendre la grandeur de la voix. Et on sait qu'il avait une grande voix. Mais évidemment, lui n'a jamais chanté qu'en français. Et donc, quand on n'avait pas de problème d'adaptation et qu'on ne vous demandait pas d'aller vite, parce que vous étiez dans une troupe, à l'Opéra de Paris par exemple, et vous aviez tous les jours des leçons avec des chefs de chant. Et donc vous étiez tout le temps contrôlé, tout le temps, et vous n'aviez pas d'enregistrement. Parce que l'enregistrement, c'est à la fois un bonheur et une plaie. Si vous commencez comme Narcisse à vous regarder, même du point de vue sonore, vous jugez. Or, le jugement, on a une oreille interne, on entend un son, et à l'extérieur, c'est un autre son. Bon. Quand on s'enregistre, on entend le son de l'extérieur de la voix. Et comment vous l'adaptez à votre oreille interne? Déjà, c'est un travail énorme. Il y a beaucoup de jeunes chanteurs qui détestent s'enregistrer. Il y en a aussi beaucoup qui adorent s'enregistrer, mais c'est parce qu'ils ne sont jamais sûrs d'eux. Et donc, j'ai quelques collègues, mais arrête de t'enregistrer, c'était très bien aujourd'hui. Non, non, j'ai entendu une note. Là, et j'ai envie, quelquefois, vous savez, de prendre le portable, parce que c'est avec un portable, évidemment, et de l'éteindre, et de dire, maintenant, tu arrêtes. Ça m'est arrivé plusieurs fois, ça. Mais bon, on ne peut pas non plus... mais ce n'est pas parce qu'il y a un privilège de l'âge que je dirais ça. Mais je crois vraiment que le fait de devoir chanter dans des langues différentes, quand on est français, on fait peut-être plus attention aux langues étrangères parce qu'on veut être à peu près à la hauteur, quoi. On veut chanter correctement l'allemand, en particulier l'allemand, qui est quand même tellement loin du français sur le plan de la langue, hein, avec des consonnes très précises et des voyelles qui sont elles aussi très précises, mais qui ne sont pas connectées avec les consonnes, alors que le français, tout est connecté, et il n'y a pas d'accent de mots, il y a un accent de phrase, c'est pas la même chose. Donc, tout ça fait que le français reste fragile. Et moi, je me souviens très bien, pour vous donner un exemple, j'ai entendu un des rôles dont je parle, là, Oreste, dans Iphigénie en Tauride, de Gluck. J'ai eu la chance de le faire 2 fois à Athènes, dont une fois dans le magnifique opéra en plein air, le Hérodatikos, hein, l'amphithéâtre romain. Il est romain, il n'est pas grec, mais bon, il est à Athènes. Et celle qui chantait Iphigénie en Tauride, je ne dirai pas son nom, dans un des récitatifs avant le grand trio magnifique de l'acte 3, elle dit, enfin, elle chante, le tout petit bout de récitatif, « Si de tous deux je brisais les liens », j'entends ça, je fais « Si de tous deux je brisais les liens ». Je regarde la partition, il y avait 2 notes, « lien ». Si de tous deux je brisais les liens, décasyllabe. Bon, je vais la voir, je fais américaine. I'm sorry, but you know, it's a decasyllable, 10 syllables, and you have to do that. Bon, et elle me dit, ah mais non, mon chef de chant a dit que c'était passé de mode, maintenant on ne le faisait plus. Et là, je me suis dit, là, il y a un problème. Ou alors, c'est qu'elle n'a pas compris, ça aussi, c'est possible, hein, qu'elle n'ait pas compris ce que le chef de chant a voulu dire. Mais il y avait 2 notes. Donc là, il n'y a pas d'ambiguïté.
C'est pas comme s'il y avait une synérèse possible. Non, la diérèse est notée. Bon, eh bien, quand même, je me dis, là, même si elle n'a pas compris, c'est un tort qu'elle en soit arrivée là. C'est-à-dire qu'il aurait fallu que le chef de chant en question s'assure qu'elle avait compris. Voilà, donc ça, ce sont des choses vraiment très précises. Mais pour vous dire où on en est dans le monde américano-anglo-saxon, disons, il y a au moins 7 livres sur la prononciation du français en chant qui ont été publiés pour les anglo-saxons à New York. Au moins 7. Je les ai tous lus et je ne suis jamais d'accord. Et la majorité des gens qui ont écrit, je ne sais même pas qui c'est. Ils se sont autoproclamés spécialistes. Non. On ne s'autoproclame pas spécialiste. Enfin, c'est pas possible. Déjà, je trouve qu'à la radio, quand on dit nous accueillons un spécialiste d'eux, qui a décidé qu'il était spécialiste? Il faudrait quand même savoir déjà. Bon, pardon, ça c'est une passons. Mais moi, j'ai quand même maintenant après plus de 40 ans de carrière, et je me dis, si ce que je lis n'est pas valable, il y a un problème. Alors, ce qui est difficile aussi, c'est que souvent, quand on est dans des opéras et qu'on a un coach pendant les 3 semaines, le coach, ce n'est pas un pianiste, c'est un coach de langue. Parler, professeur, ben oui, mais comment je fais vocalement? Et le chanteur, là, ben, il en prend ce qu'il peut, hein. Il prend ce qui lui paraît exploitable. Je pense qu'il faudrait que ce soit quelqu'un qui connaît aussi la technique vocale, ou au moins, en tout cas, la manière entre un « et un « est », entre un « a » et un « a ». Enfin, tout ça, c'est important. Et en français, on a quand même la langue qui a le plus de voyelles de toutes les langues européennes. Donc, il faut qu'on soit capable de faire entendre. Et la poésie française, pour ça, elle est hallucinante. Parce que toutes les assonances et tout ça, c'est vraiment incroyable. C'est beaucoup, beaucoup plus exigeant que l'autre jour, pour vous dire, j'entends une journaliste éminente de France Inter, c'était pendant l'été, on demandait à chaque journaliste, tous les jours, de choisir un poème qu'il ou elle aimait. Elle a choisi l'Albatros de Baudelaire. Mais c'était une catastrophe. Hein. Pas un alexandrin, aucune forme. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Au moins qu'elle ait, puisqu'elle l'a choisi, au moins qu'elle le travaille, quoi. Puis après, elle le dit. Ou alors qu'elle demande à un acteur, et à France Inter, ils ont quelques acteurs qui font des très bonnes émissions, de le dire. Moi, j'étais catastrophé, là. Je me suis dit, c'est vraiment dommage, parce que les gens se disent, bah, la poésie, c'est une rime. Voilà, hein, c'est ce qu'on entend d'ailleurs. Hein. On entend beaucoup de rimes. On n'entend pas la structure, on n'entend pas l'alexandrin, on n'entend pas le rythme. Et, bon. Et tout ça, si vous voulez, c'est des choses que vous ne pouvez pas donner en 3 semaines à des gens qui ne sont pas français. Déjà que les Français ne l'ont pas forcément, parce que comme vous le savez, et moi je me mets dedans, on est, comment dire, hameçonné par des professeurs qui vous ont donné l'envie, qui vous ont donné le virus. Moi, ça a été mon cas. J'ai eu 2 professeurs de français exceptionnels. C'est eux qui m'ont donné l'amour de la poésie. Il y en a un qui est maintenant celui qui a sorti à la Pléiade l'édition bilingue de Virgile. Vous voyez, j'ai eu de la chance. Hein. Bon, Philippe Euzet. Bon, mais c'est des gens qui vous donnaient l'envie. Mais l'envie, ça se donne parce qu'on a la passion à l'intérieur. Mais si vous avez un professeur qui est une sorte d'applicateur de programme, parce que c'est le programme et qu'il faut le faire, c'est sûr que vous n'irez pas très loin. Et malheureusement, aussi pour les langues, nous en France, on a des professeurs de langue qui sont des théoriciens la plupart du temps. On vous apprend la grammaire, l'orthographe, etc. Mais la musique de la langue, non. Bon, le premier livre que j'ai écrit, donc le chant intime, j'ai commencé en disant au commencement était l'écoute. Et ça, j'y tiens. Le fœtus dans le ventre de sa mère, il a d'abord l'oreille, bien avant la voix, et bien avant l'odorat, et bien avant la vue. Bon, eh bien, l'écoute, c'est important. Mais qu'est-ce qu'on fait la plupart du temps dans les classes de musique des gamins, des petits? On leur donne un instrument et on leur dit allez-y. Non, écoutez d'abord. Écoutez autour de vous, le vent, enfin ce que disait Debussy d'ailleurs. Moi, mon inspiration, c'est le vent dans les feuilles, les oiseaux dans les arbres, etc. Ça devrait être le cas pour tout le monde. Apprenons à écouter d'abord. Et en plus, comme ça, on s'écoutera aussi.
plutôt que de parler tout le temps ensemble, en même temps. Mais tout ça, c'est évidemment, disons, c'est de la théorie. Je sais bien qu'on ne peut pas tout faire, et puis que toutes les opinions sont valables. Hein. Mais en tout cas, pour ceux qui travaillent la musique, c'est évident qu'il faut de l'écoute, et si possible, une écoute neutre. Ce n'est pas facile, l'écoute neutre. Ça veut dire avoir confiance en cette espèce de marionnettiste, cet aller-retour permanent qui vous permet petit à petit d'être un filtre, mais c'est tout. Et ça, pour y arriver, il faut beaucoup d'années, c'est sûr. Ben, il faut commencer tôt, quoi. Comme ça, les années vous enrichissent. Enfin, on est de plus en plus riche, hein, au fur et à mesure. Riche d'expérience, mais riche de son, riche de... Mais il y a des tas de choses. Écoutez, pour vous dire, pour Péléas, que j'ai quand même chanté énormément, les deux rôles, j'ai découvert, je le mets que Debussy avait réussi, à partir de la pièce de Maeterlinck, à reconstituer les vers cachés par Maeterlinck à l'intérieur de sa pièce de théâtre. Si vous lisez la pièce de théâtre, il n'y a pas de vers, hein, c'est des répliques, hein, dialogue. Bon. Et Debussy, il a réussi à les retrouver. Et le plus beau, c'est que la première chose qu'il a mise en musique, hein, à l'acte 4, scène 4, qui est la première belle, enfin, presque un air arioso, en tout cas de Péléas, eh bien, c'est 15 syllabes. Mais Debussy y a vu un alexandrin plus 3. Et il l'a composé comme ça. On dirait que ta voix a passé sur la mer au printemps. Et il ne fait pas, on dirait que ta voix a passé sur la mer au printemps. Non. On dirait que ta voix a passé sur la mer au printemps. C'est quand même génial d'avoir trouvé ça. Et je suis sûr qu'il a dû travailler comme un fou pour arriver à reconstituer et à essayer de trouver la solution pour que les gens comprennent que c'est un alexandrin plus 3 et non pas 15 syllabes. Mais pour ça, il travaille. Et il a écrit de la poésie lui-même, et bon, etc. Et ça, si vous voulez, je l'ai découvert il y a 5 ans, hein, alors que je l'avais chanté quand même plus de 20 ans, je chantais Péléas. Bon, on découvre des choses, alors on est content, on se dit « Oh, je suis découvreur !» Mais bon, c'est tout à fait anecdotique, mais c'est un peu comme faire de l'archéologie vivante, quoi, dans la musique, et après le donner aux étudiants qui en feront ce qu'ils voudront, mais parce que j'entends des gens qui disent que ta voix a passé, et moi ça me va pas. Ta voix a passé, wa-a, c'est bizarre. Alors certes, l'hémistiche est là, mais on ne fait pas d'hémistiche dans la phrase de Debussy. Alors on fait quoi? Ben, voix passé. La liaison dans l'alexandrin classique, toutes les liaisons doivent se faire, sauf l'hémistiche, s'il est marqué. Mais autrement, elles se font. Même avec le thé de nuit. Alors après, ça c'est une autre chose qu'en tant que professeur je dis, puisqu'on montre des chemins et pas des clés. Vous pouvez enfreindre les règles si vous les connaissez. Mais si vous ne les connaissez pas, je considère que vous n'avez pas le droit. Encore d'autres Oui. Les deux rôles dans Péléas, c'est dans quel ordre que vous les avez chantés? J'ai commencé par le jeune, donc Péléas, par l'adolescent, et après je suis passé par le torturé. Oui, mais c'est pas seulement ça. Moi, j'ai eu cette chance que, bon, le rôle de Péléas, c'est Simone Féjard qui m'a dit que je devrais le chanter. Moi, vous savez, quand vous êtes baryton, vous avez peur de Péléas. Hein, c'est quand même une tessiture assez... Et puis, en fait, c'est Pierre Médecin, après, donc directeur de l'Opéra Comique à l'époque, qui m'a dit « J'aimerais beaucoup, François, que tu fasses Golo, parce que pour moi, Golo n'est pas un vieux, c'est un ancien Péléas qui a mal tourné. C'est-à-dire qu'au lieu de se contenter de rêver, il veut savoir. » Et ça, rien que le fait qu'il m'ait dit ça a mordu, quoi. Et pourtant, autant Péléas, c'est un bonheur parce qu'on meurt en scène au moment idéal. Hein. On meurt au moment où on est amoureux et où c'est partagé. Alors c'est formidable. Alors que Golo, lui, il meurt sans savoir. Et il ne saura jamais. Mais d'avoir fait les deux, c'est
c'est vraiment un privilège et on n'est pas très nombreux. Je crois qu'on doit être 4 dans le monde à avoir fait ça et je crois que je suis le seul Français à l'avoir fait. Voilà. Ben, merci beaucoup. Avant de nous quitter, simplement, je voudrais vous signaler, comme l'a dit le président du jury du concours international de chant, le concours va se tenir donc à partir de demain jusqu'à samedi. Donc le jury va sélectionner parmi les 38 candidats qui se sont présentés 10 nationalités, des Chinois, des Boliviens, des Français, des Allemands, etc., etc. Hein, une dizaine de nationalités, 38 candidats, 60 poètes, 60 compositeurs, 85 poètes, 150 poésies que vous pourrez écouter. Vous pourrez en écouter certaines, puisque les éliminatoires ne sont pas ouvertes au public, mais les demi-finales et la finale sont ouvertes au public. Donc la demi-finale aura lieu vendredi à 14h et à 20h, 14h et 20h, 2 demi-finales, d'accord, à Saint-Pierre-des-Cuisines, et la finale le samedi. Donc le samedi avec 2 épreuves pour la finale, l'une à 16h et l'autre à 20h, à 17h, pardon. L'une à 17h et la deuxième épreuve pour les candidats qui sont retenus pour la finale à 20h, aussi à Saint-Pierre-des-Cuisines. Donc c'est ouvert, vous êtes invités. Le tarif des concerts est particulièrement accessible puisque c'est 10 € pour tout public, 8 € pour les groupes et 5 € pour les seniors. Donc, et gratuit pour les étudiants et les scolaires. Donc vous voyez que c'est tout à fait accessible et vous pourrez les écouter. Merci beaucoup. Et puis si vous voulez acheter le livre, je vous le signe avec plaisir. Hein. C'était François Leroux à la librairie Ombre Blanche, mardi 22 octobre 2019, pour la parution aux éditions Hermann de l'ouvrage « L'opéra français, une question de style, de l'interprétation lyrique » dont il est le co-auteur avec Romain Rinaldi.